Donc, nous allons commencer ce point de presse. Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2020 et bienvenue à ce point de presse du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Anne-Marie Trépanier et je m'occupe des relations publiques pour le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, aujourd'hui, pour ce point de presse, on va faire bien sûr le tour de la situation en lien avec la pandémie de la COVID-19 pour notre région. Et nous allons aussi aborder l'enjeu des paliers d'urgence. Donc, aujourd'hui, nos trois porte-paroles. Pour commencer, Madame Caroline Roy, présidente directrice générale du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Par la suite, Dr Landry, directrice de santé publique, prendra la parole. Et pour terminer, Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. En fait, vous la connaissez déjà très bien, va prendre la parole aussi. Donc, sans plus tarder, Madame Roy. Oui, bonjour à tous. Encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous pour porter différents messages, oui, via les médias, puis aussi directement, puisque cette conférence de presse là, va être également enregistrée et disponible via notre site Internet également et site Facebook pour permettre à un plus grand nombre de la population de pouvoir avoir accès aux différents messages. Donc, effectivement, en lien avec la situation qui a évolué maintenant pour l'ensemble du Québec en lien avec la pandémie de la COVID-19, vous l'avez vu, le premier ministre François Legault, hier, a annoncé les changements de paliers pour différentes régions. Les paliers liés au système d'alerte en termes d'évolution de la situation pandémique au Québec et l'Abitibi-Témiscamingue est maintenant une région jaune. Donc, on est passé du vert au jaune. Évidemment, ça suscite plusieurs questions, autant sur qu'est-ce que ça implique concrètement et directement au niveau de la population, des différentes mesures qui sont appliquées à partir du moment où la région est maintenant dans un palier jaune, mais également des questions puisque la situation épidémiologique telle qu'elle va vous être présentée puis telle qu'on la connaît peut sembler moins importante que dans certaines autres régions et donc une incompréhension quant à la bascule de ce nouveau palier. À ce sujet-là, ce que je souhaite dire à la population, puis je vous demande aussi de transmettre le message, c'est que la situation peut évoluer rapidement d'un palier à un autre. On le voit. Pour nous, en région, on est une petite région. Il s'agit d'une transmission ou de quelques éclosions moins contrôlées pour qu'on bascule effectivement au palier palier orange, pardon. Puis pour nous, ce qu'on souhaite, c'est oui, protéger la population, mais également ne pas compromettre notre capacité au sein du réseau de la santé services sociaux. Donc, c'est bien important de comprendre le message qui nous est lancé comme un signal où, là, il faut redoubler d'ardeur dans l'application rigoureuse des mesures qui sont applicables. C'est un palier de préalerte, mais il peut s'agir de pas grand-chose au niveau d'un nombre de cas ou d'une transmission ou d'éclosion qui apparaissent dans notre région pour qu'on bascule au prochain niveau. Puis, c'est très important aussi de comprendre que notre offre de services en santé services sociaux, vous le savez, repose sur des individus qui eux aussi peuvent être malades, eux aussi peuvent être retirés du travail, puis avec une capacité qui est quand même compromise actuellement parce qu'on est déjà en pénurie de ressources au sein du réseau de la santé services sociaux, particulièrement au niveau des soins infirmiers, puis ce sont les mêmes personnes qui vont être appelées à prendre soin des malades de la COVID-19. Mais présentement, on offre aussi plusieurs soins et on veut continuer à offrir les soins pour les gens qui ne sont pas malades de la COVID-19, mais qui ont tout aussi besoin de nous, parce qu'ils ont besoin de se faire opérer, parce qu'ils se présentent à l'urgence pour toute autre maladie. Et si on va être capable de maintenir notre capacité, de maintenir l'ensemble de nos services en région pour notre population, bien évidemment, il faut protéger aussi notre réseau de la santé services sociaux. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est important de respecter toutes les mesures. Présentement, avec les mesures en place, on est capable de maintenir des activités sociales, des activités de travail, des activités familiales qui sont quand même intéressantes, qui doivent être adaptées, puis qui doivent être adaptés pour les prochains mois. Mais si on veut maintenir aussi cette capacité-là de pouvoir le faire en région, bien, c'est chacun d'entre nous qui prend la décision d'adopter les comportements pour respecter les différentes mesures sanitaires en place. Donc, c'est encore un rappel au respect des mesures. Puis, j'ai confiance là, que les citoyens vont pouvoir le faire comme ils l'ont très bien fait dans le contexte de la première vague. Dernier élément que je souhaitais partager avec vous, c'est la sollicitation qui se poursuit toujours pour toute personne qui souhaite contribuer à l'effort. Donc, l'appel à « Je contribue » se situe directement sur notre site Internet. J'invite toute personne qui est intéressée, que ce soit du temps complet, du temps partiel, des heures précises ou pour des fonctions particulières. Vous allez sur notre site Internet, vous vous inscrivez à « Je contribue » et quelqu'un va vous rappeler pour échanger avec vous sur
qu'est-ce qui correspond finalement à ce que vous pouvez faire en contribution au sein de notre réseau Santé Services sociaux. Déjà, 41 personnes ont répondu à l'appel là, depuis les derniers jours. Donc, je vous remercie. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup, Madame Roy. Donc, je passerai maintenant la parole à Dr. Landry. Bon après-midi à tous. Merci, Caroline, pour tes propos. Rappelons que le palier 2, la préalerte s'impose lorsque la transmission commence à s'accroître. À ce moment-là, c'est important de renforcer les mesures de base et davantage d'actions sont déployées pour promouvoir et encourager le respect. Par exemple, davantage d'inspections peuvent être réalisées pour le respect, pour vérifier le respect de ces mesures puis d'appliquer les correctifs au besoin. Comme vous le savez, le week-end de 18-19 septembre, il y a eu l'opération ASCAR organisée par le ministère de la Sécurité publique. Donc, 30 groupes policiers ont participé. Fait que c'est ce genre d'activité-là. Même nous, on a eu des inspections puis on était au palier vert. Vous comprendrez, je pense que c'est important. Puis il y a eu aussi plutôt également notre équipe santé publique, volet santé au travail avec la commission des normes santé et sécurité qui avait fait aussi le tour de nombreux bars et restaurants. Fait que c'est ce genre de choses-là qui est important pour vérifier. Puis je dois vous dire qu'on le fait très bien en Abitibi-Témiscamingue. Merci à tous pour le bon respect des mesures. Aussi, ça veut dire un plus grand contrôle au niveau de l'achalandage pour être fait dans certains lieux de manière qu'on s'assure que la distanciation physique est bien respectée, que les gens portent bien leur masque au visage, lavage de mains, etc. Puis je tiens à rappeler que les mesures déterminées pour chacun des paliers visent à préserver la santé physique et mentale de nos citoyens, leur qualité de vie, notre vie économique et culturelle aussi, le développement des enfants et des jeunes, l'accessibilité au système d'éducation, on ne veut pas compromettre ça, et la protection, bien entendu, des personnes plus âgées, vivant seules ou vulnérables dans les différents milieux de vie. Alors, voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Dr. Landry. Donc, pour terminer ce point de presse, je passerai la parole maintenant à Dr. Sobanjo. Oui, bonjour, merci beaucoup. Juste pour compléter les portraits épidémiologiques, je pourrais vous confirmer que dans les dernières 24 heures, nous avons eu un nouveau cas déclaré en région dans l'MRC de Rouyn-Noranda. C'était une personne qui a eu des contacts avec des personnes en provenant de l'extérieur de la région. Et je pourrais vous donner également un topo, c'est-à-dire alors que dans la période entre le 15 et le 21 septembre, nous n'avons eu qu'un cas qui était un travailleur étranger dans sa période de quarantaine, c'est-à-dire la personne ne portait aucun risque de transmission dans la communauté. Dans la période de 22, entre le 22 et le 28 septembre, nous avons eu 7 cas. Et ce sont les 7 cas que nous avons qui sont actifs actuellement. Nous avons 2 personnes hospitalisées. On ne craint pas pour leur santé, mais ils sont dans nos centres hospitaliers. Nous avons également une éclosion en cours qui est actuellement associée avec 5 cas, 3 employés et 12 usagers. Également, nous avons plusieurs personnes qui sont suivies. Ils sont en isolement préventif parce qu'il y a eu des contacts étroits avec les cas confirmés. Ce que ça implique, c'est que, alors qu'auparavant, les cas que nous avons eus étaient des personnes qui, on pourrait faire le lien entre leur infection et un contact avec quelqu'un de l'extérieur. Et en général, souvent, ces personnes ayant su qu'ils étaient en contact, ils ont déjà mis des mesures pour diminuer leur contact. Les cas que nous avons eus dernièrement, les 7 cas actifs, on constate que pour chaque cas, on a environ en moyenne en 3 et 5 contacts. Donc, personne à suivre. Ces personnes-là ayant eu une exposition élevée ou modérée peuvent devenir un cas confirmé au cours des prochains jours ou semaines. C'est pour cela qu'il faut être plus attentif, il faut être
vigilante et il faut être rigoureux dans l'application des mesures. Et c'est aussi important de refuser ou de annuler les visites en provenance de l'extérieur. Donc, si nous avons des membres de la famille ou des personnes qui voulaient venir ou qu'on a déjà prévu va venir chez nous, c'est plus prudent d'éviter et de rapporter ce type des activités afin de s'assurer qu'il n'y aura pas une propagation plus importante au sein de notre région. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Donc, nous sommes déjà rendus à la période de questions. Je vous invite à soit ouvrir vos micros et aller un à la fois, ou bien vous pouvez toujours utiliser le chat comme à l'habitude. Je commencerai, peut-être Madame Roy ou Dr. Sobanjo ou Dr. Landry. Bref, vous verrez qui répond, mais je vous ai bien entendu sur le fait que ça pourrait être rapide pour passer au niveau orange. En même temps, effectivement, il y a une certaine déception dans une partie de la population qui dit, avec 7 cas actifs, avec tout quand même ce que les gens ont bien fait dans les dernières semaines, on passe à un niveau supérieur. Les entreprises, entre autres, espèrent ne pas se rendre jusqu'au niveau orange. Qu'est-ce que ça prendra ou pas pour se rendre au niveau orange? En fait, pour la deuxième partie de la question, je laisserai Dr. Sobanjo répondre, mais pour la première partie sur qu'est-ce qu'on doit retenir de ce changement de palier-là, c'est un appel à une rigueur encore plus forte sur le respect des différentes mesures, parce que c'est notre comportement actuel qui va entraîner une évolution positive ou négative de la situation épidémiologique en lien avec la pandémie en région. Donc, c'est chacun d'entre nous, par le respect des différentes mesures, par de la distanciation, par ne pas avoir des contacts sociaux qui vont à l'encontre finalement des mesures qui sont appliquées actuellement. Se laver les mains, respecter la distanciation, porter le masque dans les milieux publics, pas juste fermés, mais les publics ouverts aussi, à partir du moment où on a un croisement avec plusieurs membres de la population. Donc, c'est toutes ces mesures-là qui vont faire en sorte que dans probablement 2 semaines, si c'est bien respecté, on pourra se dire, on va pouvoir continuer probablement pour les prochains mois, si on maintient la rigueur de nos mesures, avoir une vie sociale telle qu'on a là, qui, oui, est différente, mais on va devoir apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là pour, de toute façon, plusieurs mois. Le mieux qu'on peut avoir, c'est la situation qu'on a actuellement. On doit apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là sociale. Le pire qui peut arriver, c'est que les mesures sont encore plus importantes. Puis là, effectivement, il y a des contraintes pour soit certains commerces, soit certaines activités, et personne ne veut arriver là, mais c'est chacun d'entre nous qui peut faire la différence. Fait que je pense qu'il faut comprendre ça comme un signal, une préalerte, ça le dit bien. Les mesures ne changent pas actuellement, mais ça peut aller vite. Puis là, qu'est-ce que ça prend pour qu'on bascule vers le prochain niveau? Je vais laisser Dr. Sobanjo préciser cette information-là. Oui, merci beaucoup. Comme on a toujours dit, c'est pas juste le nombre de cas, c'est des informations que nous avons en lien avec ces cas et plusieurs autres facteurs et variables qui sont considérés pour changer le palier d'alerte. C'est important aussi de se rappeler que dans une semaine, je vous ai mentionné, je vous ai donné un portrait de où on est dans une semaine. Il faut aussi se rappeler qu'il y a toujours un délai, c'est-à-dire ce qu'on voit cette semaine, ça reflète ce qui a eu lieu il y a 2 semaines. Donc, je vous ai mentionné ce qui est arrivé la semaine dernière. Cette semaine ne vient que commencer. On ne le sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Comme j'ai bien mentionné, on a plusieurs personnes qui sont en isolement parce qu'on attend, on a des tests qu'on fait tous les jours. Donc, à chaque jour, ça évolue. Et les informations que nous avons en lien avec les cas qu'on enquête, c'est que, étant donné qu'on est dans une zone dans laquelle tout était assez stable et c'était correct aussi, les gens en puissent profiter, mais ça fait en sorte qu'il y a eu plusieurs contacts à plusieurs endroits, soit au milieu de travail, soit dans les activités de loisirs et dans d'autres instances. Ce qui fait en sorte que dès qu'on a un cas, il y a plusieurs personnes qui sont touchées et ça peut se multiplie assez rapidement. Donc, ce qu'on est en train de faire en faisant cette annonce de passer au préalerte, c'est qu'on veut que tout le monde soit plus vigilante en sachant que ça ne prend pas grand-chose et on peut changer. Donc, on espère bien que ça ne va pas changer au cours de la semaine ou au cours des prochaines semaines. On espère qu'on va pouvoir contenir la transmission. On espère que avec l'action de gaz et la chasse et tout ce qui arrive, qu'il n'y aura pas plus de personnes qui vont amener le virus. Parce que si ça arrive, c'est sûr qu'on ne peut pas en passer. Mais comme c'est
les gens ont bien travaillé et on est reconnaissant de ça. C'est pour cela qu'on a pu rester dans un palier vert pendant si longtemps. Donc, c'est vraiment parce que les gens, la majorité ont fait des mesures comme il faut. C'est arrivé ce qui est arrivé et on va être toutes vigilantes et on souhaite que ça va être assez pour pas passer au prochain palier. Question concernant les communications à l'interne suite à l'éclosion à l'hôpital. Comment ça se fait la communication? Parce qu'il y a des gens, moi, qui me disent que les communications, c'est pas très clair. Vous me disiez la semaine dernière que les employés auraient droit d'aller dans des hôtels comme en première vague pour être isolés de leur famille. Plusieurs me disent qu'ils n'ont pas eu l'information sur comment demander cet hébergement-là et tout ça, et savoir s'ils ont été en contact avec les personnes. Comment ça se passe, la communication à l'interne? En fait, il y a deux types de communication. Une première communication qui est plus générale en toute situation d'éclosion dans nos installations, là, quelle que soit l'éclosion comme telle, que ce soit une éclosion gastro, que ce soit une éclosion d'un autre virus. Ça, il y a une communication générale là, qui est lancée à l'ensemble des directions concernées parce qu'il y a des mesures particulières qui s'appliquent en situation d'éclosion. Dans le contexte de la COVID, on a aussi des communications quotidiennes avec l'ensemble des employés, avec les gestionnaires, sur toute nouvelle information à transmettre. Donc, à partir du moment où il y a une information en lien avec l'évolution de la situation pandémique, puis le nombre de cas, par exemple, nouveaux cas confirmés, les situations là, qui concernent nos installations ou une action à prendre ou une information pertinente à donner aux employés, c'est fait. Puis, on a des tuiles, là, donc une information sur notre site intranet, particulièrement pour la COVID, puis que les gens vont consulter en début de quart de travail ou quand le juge est pertinent de le faire là, pour avoir l'information. En lien avec ce que vous dites sur, les gens, est-ce qu'ils sont contactés, appelés, ils n'ont pas l'information sur l'éclosion, est-ce qu'ils sont concernés ou est-ce qu'ils pourraient demander un hébergement, par exemple, particulier? À partir du moment où il y a un cas confirmé, l'enquête qui se fait à l'interne, puis les interventions qui se font auprès soit des employés ou des autres contacts, se fait de façon personnalisée, puis les personnes qui doivent être contactées le sont. Donc, les personnes qui ne sont pas contactées, c'est qui n'ont pas à être contactées parce qu'ils ne sont pas des contacts pertinents ou rapprochés là, des individus qui sont confirmés COVID positifs. Donc, ceux qui doivent avoir une information l'ont de façon personnalisée. Puis à partir du moment où, par exemple, il y a un isolement qui est demandé à un employé, puis que la personne dit moi, je peux pas m'isoler à la maison parce que voici ma situation particulière. On s'assure de lui donner une information puis de faire un lien, par exemple, si c'est requis pour trouver un hébergement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'information générale est disponible. Puis pour une information plus personnalisée, si les gens s'attendraient de recevoir un appel, mais qu'ils l'ont pas, c'est parce qu'ils ne sont pas concernés par la situation, par une action particulière à prendre en ce qui les concerne. Moi, j'aurais une autre question à qui de droit. Hier, Québec a annoncé là, vraiment que les régions allaient passer au niveau supérieur, dont l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que cette décision-là repose entre les mains de la santé publique ou du CIS régional? Dans le sens, est-ce que c'est le docteur Horacio Arruda qui prend cette décision-là ou c'est le CIS régional? C'est l'ensemble des directions de santé publique à chaque soir depuis, je vous dirais, une dizaine de jours, et même incluant les fins de semaine. Nous avons des rencontres régulières avec la direction nationale de santé publique où on échange sur les différentes données épidémiologiques et tout ça. Ça se prend de façon collective avec notre directeur national. Est-ce qu'il y aurait des discussions en cours pour une potentielle fermeture de la région? On parle de rassemblement puis d'éviter les voyagements entre régions avec l'action de grâce qui s'en vient. Plusieurs s'attendent peut-être à voir ça. Est-ce qu'il y a des discussions en ce sens? Pour l'instant, non. Le but, comme on l'avait déjà expliqué, le but n'était pas de fermer les régions à la phase 2. On voulait éviter un confinement général, de préserver un petit peu une vie économique, culturelle qu'on a mentionné tout à l'heure. Mais c'est sûr que dépendant de l'évolution, bien évident que si on se rendrait compte que la région devenait contaminée par de nombreux cas provenance d'autres régions, des régions rouges, oranges, qu'il n'y aurait pas un non-respect, je pense que c'était clair,
Le premier ministre et le ministre de la Santé ont clairement dit hier que c'était fortement non recommandé de ne pas se déplacer entre les régions, à partir des régions rouges, oranges, vers les zones jaunes. Alors, c'est un dossier à suivre certainement. Merci pour la question. Parlant des déplacements, je sauterais peut-être sur l'occasion. Bon, il y a entre autres des spectacles qui sont prévus de gens qui arrivent des zones rouges. Bon, X nombre de raisons pour faire un déplacement. Est-ce que c'est autorisé, déconseillé? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas si à moins que Dr. Sabanjo ait eu des contacts, on n'a pas eu de questions à ce sujet-là, mais chose certaine, dans notre région, en zone, que ce soit au palier vert ou jaune, les spectacles en salle de spectacle sont permises parce que les gens sont assis, parlent peu, portent du masque lors de l'entrée, etc., désinfection des mains. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'est pas question que ce soit cancellé. Peut-être pour faire un suivi. Oups. Je m'excuse, Thierry Denoncourt. Il y a quand même un nombre important là, de gens qui croient pas à la pandémie, hein, carrément. Il y a des manifestations là, anti-masques là, tous les samedis. Ces gens-là ne semblent pas du tout vouloir collaborer. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? En fait, les constats sont là. De croire ou non à la pandémie, c'est un peu d'avoir un débat qui est à côté des faits qu'on a actuellement. Présentement, on en a des gens malades, on fait des dépistages, puis on constate que c'est très contagieux, on se l'est dit, puis on sait qu'il n'y a pas de traitement et qu'il n'y a pas de vaccin. On a eu 4 décès en région. C'est des gens qui sont réellement décédés en lien avec une infection au virus et qui seraient peut-être pas décédés aujourd'hui là s'il n'y avait pas eu la situation pandémique. Puis, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est en lien avec un comportement d'individus de notre région. Puis, ces gens-là, s'ils n'y croient pas puis s'ils respectent pas les mesures, le constat qu'on va avoir dans 2 semaines va refléter le comportement aussi de ces gens-là. Puis, c'est malheureux parce que c'est une petite partie de notre population qui peut influencer grandement l'évolution de la pandémie en région. Puis, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que personne ne veut, et eux non plus, avoir des gens qui sont malades dans leur entourage, puis ultimement des décès. Puis c'est malheureusement l'issue de certaines personnes qui sont infectées de la COVID, particulièrement les gens vulnérables qu'on va chercher à protéger, autant à l'intérieur de nos installations, dans leur milieu de vie, jusqu'au bout. Puis on met plein de mesures en place pour ça. Mais j'ai envie de leur dire de penser à leurs proches, à leurs parents, à leur famille, à leurs voisins, parce qu'on ne sait pas qui le virus va infecter. Puis on ne sait pas ultimement qui va en décéder. Puis ça peut arriver dans notre région également. Fait que je pense que c'est le message qu'il faut leur porter parce que le constat est là. Les gens sont réellement malades et il y a réellement des gens qui en décèdent. Puis on veut pas ça. Puis au-delà de ça, je le disais, notre réseau de la santé est fragilisé actuellement. Puis moi, je veux pas juste prendre soin des gens avec toutes les équipes ici au sein du CIS. Là, on veut pas juste prendre soin des gens qui vont être malades de la COVID, mais de l'entièreté de la population. Mais pour ce faire, on a besoin de protéger aussi ce réseau-là parce qu'on a encore des gens qui ont besoin d'être opérés, qui ont besoin de voir leur médecin, qui ont besoin d'avoir différents tests, qui ont besoin d'être admis à l'hôpital pour différentes maladies. Donc, il faut aussi protéger ce réseau-là parce qu'il n'y a pas juste la COVID qui circule, là, évidemment. Avec la saison automnale, la saison hivernale, on le sait, vient souvent la grippe, puis plusieurs visites à l'urgence, plusieurs hospitalisations. Donc, ça, avec aussi le fait qu'il y a des gens qui pourraient être infectés de la COVID en grand nombre et qui nécessitent des soins, pourrait compromettre notre réseau. Je vais y aller avec une question, si c'est bon pour vous. Donc, ça va ressembler un petit peu à ce qui a été demandé un petit peu plus tôt là, par rapport aux salles de spectacle puis aux artistes qui sont de l'extérieur. Mais par rapport à la LHJMQ, il y a 2 équipes qui sont dans la région, dans la zone rouge, et puis qui pourraient se déplacer là, éventuellement là, vers des zones plus pas rouges, en fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça quand on ne recommande pas les voyages interrégionaux? C'est sûr que bien que
en région ici, les spectacles peuvent avoir lieu, mais c'est sûr que c'est pas recommandé de faire venir. Donc, il faut qu'on mise sur les activités qui vont être données ou des spectacles qui vont être donnés par des groupes ou des personnes de chez nous. Parce que maintenant, le déplacement d'une région dans un palais rouge vers les régions qui ne sont pas dans le palais rouge n'est pas recommandé, sauf si c'est très essentiel. Et on pourrait dire, bien qu'on sait qu'il y a des impacts positifs d'avoir un spectacle, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Donc, il va falloir que ces organisateurs voient une autre manière à tenir leurs activités, sinon trouver une autre façon de l'annuler tout court. Précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait 2 usagers et 3 membres du personnel de l'hôpital de Rwanda qui étaient affectés par le virus. Hier, on parlait de 3 usagers et 3 personnels. Est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que c'est 3 ou c'est 2 usagers, dans le fond, qui avaient été touchés? À date de 28, vous me parlez? De 28 septembre, c'est ça? Ben, dans le fond, ouais, c'est ça. Hier, dans le fond, hier, en fin de journée, dans le bilan d'hier, on comptait 3 usagers et 3 membres du personnel. Et tantôt, vous avez semblé dire 2 usagers et 3 membres du personnel. Donc, je vais juste clarifier pour être certain d'avoir les bons chiffres. Là. Et hier, j'ai 3 employés, 12 usagers. Merci. J'aurais une question au sujet du dépistage. Hier, il a été question de resserrer le dépistage vers les gens symptomatiques ou qui ont eu des contacts avec des cas positifs. Est-ce que c'est le cas pour la région aussi ou on garde ça quand même relativement ouvert? En fait, actuellement, on garde ça effectivement relativement ouvert. Les enjeux qui se présentent dans les grands centres actuellement en lien avec le dépistage, qui créent du backlog, font en sorte là, que l'accès est plus difficile au niveau de la population et où là, c'est réellement plus que pertinent de prioriser l'accès au dépistage pour s'assurer que ceux qui en ont réellement besoin puissent y avoir accès, puis puissent avoir accès à leurs résultats aussi dans un temps acceptable. C'est vraiment là appliqué de façon très rigoureuse dans les grands centres. Pour nous, présentement, le message est le même. Puis, vous pouvez le voir d'ailleurs sur notre site Internet. Là, on donne accès encore à la population. Selon l'évolution de la situation, il se peut qu'il y ait des modifications au niveau de l'accès au dépistage aussi en région, mais tout ça là, donc pourrait évoluer dans les prochains jours. Mais pour le moment, ça demeure tel que c'était. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de tests de dépistage qui se font à chaque jour? Est-ce qu'on est toujours dans les environs de 1000 tests par jour? En fait, je vais laisser Dr. Sobenjo, Dr. Landry donner les dernières informations quant au nombre de dépistages faits pour les derniers jours. Je n'ai pas préparé le chiffre pour aujourd'hui, mais je pourrais vous confirmer qu'effectivement, il y a beaucoup de tests qui se font tous les jours, là, quotidiennement. Il est déjà 15h30, donc je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des dernières questions pour nos porte-paroles d'aujourd'hui. Ben, j'aurais peut-être une dernière question, si je peux me permettre. On parle de la capacité du réseau. Je regardais les taux d'achalandage des urgences et, entre autres, Rouyn-Noranda, Ville-Marie, Hôtel-Dieu d'Amos, on est à 100% sur Civière. Est-ce que, donc, c'est un signe que la marge de manœuvre n'est pas très grande? Bien, effectivement, la marge de manœuvre est pas très grande. Je vous dirais qu'on est capable de se générer de la marge de manœuvre supplémentaire en termes d'espace. La problématique, si on a besoin d'accueillir et d'admettre et de soigner plusieurs personnes malades, quelle que soit la raison, ce sera pas tant l'espace, va être les ressources humaines qui sont requises pour prendre soin de ces gens-là, parce qu'on a encore une certaine marge de manœuvre d'espace qu'on peut se créer puis qu'on peut se générer. Mais effectivement, actuellement, les constats qu'on fait sur autant nos taux de volume de visite à l'urgence que l'admission, donc les gens qui sont hospitalisés dans nos différents hôpitaux de la région, ce qu'on constate présentement, ça ressemble plus à ce qu'on constate habituellement dans le mois de novembre. Là où il y a la saison grippale qui embarque, les gens ont différents symptômes là, pour lesquels ils choisissent ou ils décident de consulter directement dans les urgences. Donc, ce qui nous fait dire que si la situation évolue telle qu'elle évolue les autres années, effectivement, on va être en plus grande difficulté au mois de novembre ou décembre parce que là, les gens vont aussi consulter parce qu'ils ont la grippe, parce qu'ils ont d'autres symptômes, en plus de ce qui est là actuellement, qui est le virus de la pandémie qui préoccupe plusieurs personnes puis qui fait qu'on observe aussi plusieurs consultations puis situations d'admission. Il y a
Aussi, une réalité là que vous connaissez, qui est nos usagers qui sont en attente d'hébergement, en attente de réadaptation dans nos hôpitaux, qui fait que notre capacité de lit actuellement, puisqu'on a repris les chirurgies puis qu'on a repris l'ensemble de nos activités hospitalières, nos lits sont pas mal tous occupés aussi partout en région. Donc là, à partir du moment où on a besoin d'admettre plus de personnes, bien évidemment, il faut orienter ces gens-là vers d'autres endroits. Puis, ces endroits-là, va falloir les créer ou les générer parce qu'actuellement, notre réseau d'hébergement en région, il y a un écart entre le besoin puis l'offre. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des projets de construction, entre autres de maisons des aînés, puis d'autres projets de ressources intermédiaires et autres, parce que dans les prochaines années, on le sait qu'on va avoir cet écart-là qui s'observe. Mais effectivement, présentement, notre marge de manœuvre dans notre réseau puis dans nos installations, elle est mince. Elle est là, mais elle est mince. Puis on va devoir faire des choix et maintenir des services essentiels pour s'assurer de prendre soin des gens qui en ont réellement besoin rapidement. Si c'est le cas, et c'est pour ça que je demande aux gens de respecter les mesures, parce que je souhaite maintenir l'ensemble des services à la hauteur qu'ils sont actuellement. Mais s'il le faut, il va falloir délester certaines activités. Et c'est des activités qui seront électives, un peu comme on a vécu dans la première vague, mais qui feront en sorte que les gens n'auront pas leurs soins immédiatement, comme entre autres les chirurgies, par exemple.